Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Club Internet, le podcast de Numérama dédié à la tech, aux sciences, au numérique et à la pop culture. Nous sommes dans le 4e numéro de cette 2e saison Wonder Woman édition où l'on vous parle des liens entre les femmes et les technologies. Aujourd'hui, je suis avec Marie Turcan et nous accueillons aussi Christelle Lecoq, entrepreneure française dans la sextech. Bonjour à toutes les deux. Hello. Bonjour. Est-ce qu'on dit entrepreneur, entrepreneuse ou Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère entrepreneur, entrepreneuse. Entrepreneur avec un E donc à la fin. Ouais. Très bien. Bon du coup j'avais fait le bon choix. Donc Christelle, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais je te présente en quelques mots. Tu es donc à l'origine d'un projet qui s'appelle Bisensory, qui est une app de littérature érotique connectée à un sextoy, et tu es aussi à l'origine de l'initiative Sextech for Good, qui tente de créer un écosystème sextech friendly. Moi j'ai envie de commencer juste avec une question. Tu peux juste nous parler de la sextech, nous dire ce que c'est exactement? En fait, la sextech, c'est un mot qui définit, comme on parle de fintech pour toutes les technologies qui concernent la finance ou la foodtech quand on parle de nourriture. La sextech, c'est pareil, mais pour tous les sujets qui sont liés à la sexualité. Donc, c'est toute l'innovation qu'on peut avoir dans tous les domaines qui sont liés à la sexualité, donc de l'éducation, de la santé, du plaisir, et voilà, plein d'autres sujets. Ouais. Et du coup, sur le site de Bisensory, donc on peut dire que tu t'es lancé dans le marché des objets connectés sensoriels. Et alors, justement, c'est amusant, il y a quelques jours, juste avant qu'on enregistre ce podcast, le 31 juillet, une entreprise britannique qui s'appelle Love Honey a sorti une pub pour ses sextoys. Donc c'est un site de revente d'articles pour adultes qui a publié ce spot de 30 secondes. Il est assez accrocheur. On y voit plusieurs couples sur fond de voix off et avec une musique un peu rock'n'roll. Je vous laisse l'écouter, on en reparle après. Listen up, Britain. Love Honey's at your service. Because who doesn't want better sex? So if it's your first sex toy tingle or your next bedroom buzz, we've got it all. Because no matter who you are or who you share your sheets with, it's time to say yes to more yes and turn up the turn on. Donc comme vous l'avez entendu à la fin de cet extrait en anglais, la dernière phrase « Faites monter l'excitation d'un cran », je trouve, pose bien le décor. Il y a clairement une volonté de démocratiser les sextoys. D'ailleurs, cette vidéo, elle a dépassé plus de 45 000 vues sur YouTube, donc c'est assez énorme. Du coup, qu'est-ce que ça t'inspire quand t'entends ça? Est-ce que tu dis il y a une démocratisation de ce sujet? Est-ce que ça arrive un peu tard par rapport à toi qui est dans ce domaine depuis quelques années, quand t'entends qu'un spot publicitaire comme ça dépasse les 45 000 vues? Moi, je vais dire que c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a du progrès. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis pas sûre qu'on pourrait faire le même score en France. On est encore loin d'être aussi ouvert d'esprit, donc on en reparlera, mais c'est tout le sujet de Sextech for Good, c'est que pour l'instant en France on n'a pas d'écosystème sextech friendly, c'est pas un sujet sur lequel on peut vraiment parler librement. On va parler beaucoup de sexualité, mais de manière souvent un peu fausse sur les réseaux sociaux, dans les magazines, mais voilà, sans trop en dire, sans trop voilà. Et la publicité, c'est même pas possible. Moi, quand j'étais Bisensory, on n'avait pas le droit de faire la publicité sur Twitter ou Facebook. Notre compte publicitaire était complet. Enfin, sur Twitter, tu peux rappeler ce que c'est ton produit Bisensory, enfin le produit que vous avez créé, et puis et pourquoi du coup ça a été censuré? Alors, malheureusement, il n'existe plus, parce que la société, après 4 ans de lutte, on a dû la fermer. On est en liquidation judiciaire depuis février de 2018. On a eu beaucoup de problèmes. C'était donc en fait, je résume. L'idée, c'était de faire de la lecture connectée au départ, de la lecture, ce qu'on appelle numérique sensorielle. L'idée au départ, vraiment de e-sensory, puisque tu citais le nom de l'entreprise, c'était de proposer des nouvelles expériences de lecture plus immersives où le corps fait vraiment partie de l'histoire. Et donc, c'était de synchroniser des contenus numériques qui soient vidéo, audio ou e-book à des objets qui sont capables de déclencher des sensations. Et donc à l'époque on parlait beaucoup de vêtements connectés, normalement de tout ce qui était haptique, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de choses encore sur le marché, donc il fallait choisir une première ligne de business. Et pour moi ça a été très vite évident qu'il fallait commencer par l'érotisme pour plein de raisons. Un, c'est une lecture qui est faite pour donner des sensations, donc voilà, il y avait une certaine logique. Deux, c'était un marché qui était en plein boom avec 50 Shades of Grey, donc toutes des femmes qui étaient vraiment plus ouvertes à ce type de lecture. Et puis parce qu'en termes d'innovation, c'est toujours sur ce marché-là qu'on trouve les premiers business models. C'est vrai depuis l'Internet, depuis le Minitel, Canal+, et j'en passe. Donc pour moi, c'était assez logique. Et quand j'ai commencé e-sensory et donc Bisensory, qui était la première application de lecture érotique connectée à un sextoy qu'on appelait le Little Bird,
bon, j'avais bien conscience de me lancer dans un projet qui était un peu particulier, mais en même temps, les livres érotiques synchronisés, le sextoy, tout ça, c'était des choses qui existaient déjà. On avait juste fait un assemblage pour créer une expérience inédite d'usage. J'avais l'impression que c'était quand même assez soft et qu'il n'y avait pas de raison de s'énerver et que j'allais pouvoir mener ce projet de manière assez simple. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que non, je m'étais vraiment trompée, qu'il y avait encore énormément de tabous et que tout ce qui est déjà compliqué pour une start-up au départ allait être encore plus pour nous, à commencer par la recherche de financement et puis la communication, parce que très vite, on a eu une page Facebook, mais on n'a pas pu faire de publicité. Notre compte est très, très rapidement fermé, puisque tous les produits qui sont à caractère sexuel sont interdits. Donc, c'est là où il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si j'avais fait le même toy, mais en disant je fais de la rééducation du périnée pour la santé, là, j'aurais eu le droit. D'accord, donc c'est parce que vous parliez sur la page Facebook de plaisir féminin ou de plaisir, de notion de plaisir et pas de santé, pas de médical. C'est ça. Que exactement. Du coup Facebook censure ce genre de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a aucune page Facebook pour des produits des pages type oui, sextoy. mais de l'achat publicitaire non. D'accord. Donc c'est compliqué pour vendre parce qu'à un moment donné il faut vendre. Donc sur Twitter on n'a jamais pu l'ouvrir tout court puisque en fait on suivait notre compte, suivait des comptes qui étaient des comptes adultes, voilà, et donc forcément ça a été même pas la peine. Donc voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet, parce que vous pouvez recevoir des demandes d'amis de jeunes femmes blondes à grosse poitrine toute la journée, ça passe très très bien, mais faire de la publicité de manière assumée pour quelque chose qui est quand même assez soft, puisque dans un e-book il n'y a pas d'image, nos couvertures elles étaient très très soft, maintenant ça c'est pas possible. Nos applications, l'application a été régulièrement supprimée du Google Play, enfin on a eu des problèmes de validation avec Apple, enfin voilà, tout ça fait que c'était compliqué. Ça c'est comment ça se passe du coup pour la validation avec l'Apple Store ou le Google Play Store? Ça veut dire que vous aviez une application qui a été d'abord acceptée et ensuite retirée, enfin comment ça se passe? En fait, ça fonctionne différemment. Chez Apple, ils font en fait de la vérification en amont. Donc, tant qu'elle n'est pas validée, on peut pas la déposer. Donc, ça, c'est assez bloquant. Et pour Google, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on dépose, mais par contre, du jour au lendemain, elle peut être chantée. Et voilà. Donc, nous, elle a été supprimée sur Google plusieurs fois. Et la troisième fois, on a carrément tout notre compte développeur a été fermé. Donc, on a absolument tout perdu. Et les justifications apportées à ce moment-là par les GAFA, c'est quoi? C'est juste que on n'est pas conforme à leurs guidelines et que ce qu'on propose relève du domaine de la pornographie. Parce que ça, c'est le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, érotisme, sextech, tout ça est associé à de la pornographie. Voilà, et donc on fait pas la différence. Alors que les questions qui sont liées à la sexualité n'ont rien à voir avec de la pornographie. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu des youtubeuses qui ont dû se rebeller il y a quelques temps, justement pour faire comprendre la différence, et que quand on parlait de sexualité dans une vidéo, non, on n'est pas en train de faire un film porno. Et du coup, ce Little Bird, comment il fonctionne exactement? C'était quoi le principe? Donc, j'ai bien compris qu'il était lié à la lecture, et comment techniquement tu avais fait pour que le texte soit lié aux sensations? Donc il était connecté en Bluetooth à l'application, donc il était synchronisé comme ça, et donc quand tu ouvrais ton e-book, certains passages étaient floutés, et le fait de toucher l'écran défloutait le texte, ce qui nous permettait de savoir où tu en étais de la lecture et de déclencher les vibrations qui avaient été associées par l'auteur sur ce paragraphe-là, en fonction de l'intensité érotique de son texte, sachant que il y avait 10 vibrations différentes possibles, et puis des niveaux d'intensité différents, et que, bien sûr, puisqu'on m'a souvent au début dit, mais tu es une terroriste du plaisir, et tu vas dire aux gens, où est-ce qu'il faut qu'il vibre. J'avais pas pensé à cette... Alors que, en fait, non, enfin, déjà, quand tu lis une nouvelle érotique, c'est des textes assez courts, soyons clairs, les passages érotiques, ils vont être à peu près pour tout le monde au même endroit, et en fait, c'est comme un livre. Quand tu lis un texte, tu peux aimer ou pas les mots, le style de l'auteur. Là, c'est pareil, les vibrations, c'était juste une proposition, et dans l'application, tu pouvais directement, si ça te plaît pas, arrêter, moduler, rejouer la vibration, la modifier. Donc c'est comme tu peux choisir de sortir d'un livre, de le finir ou pas, ou de passer à autre chose. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais, c'était en concertation avec les auteurs. Parce qu'il y avait aussi cette idée qui était importante pour moi, parce que j'ai vraiment monté ce projet au départ, parce que je suis une passionnée de lecture, de se dire que c'était aussi un projet qui devait nous permettre d'innover sur les schémas narratifs, et qu'on n'écrit pas pareil quand on sait qu'on va avoir un Little Bird qui va vibrer en plus des mots, que quand on écrit par exemple pour du papier. C'est tout l'intérêt d'adapter les contenus au
support et d'imaginer ces contenus-là en fonction de l'expérience qu'on veut faire vivre à sa lectrice. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Bien, on n'a jamais pu aller aussi loin que tout ce que j'avais imaginé, parce qu'on a plein de scénarios où on voulait intégrer l'audio, on voulait intégrer aussi des scénarios plus interactifs. Et puis mon idée vraiment au-delà, à un moment donné, c'était aussi de pouvoir monitorer des sensations et pourquoi pas un jour être capable de moduler les contenus en fonction des émotions qui étaient monitorées. Genre, ah tiens, on dirait que vous avez chaud, est-ce que vous voulez encore du plus chaud? Enfin voilà, il y avait encore plein de choses qu'on aurait aimé faire. Le futur. Mais en termes d'échecs, tu disais qu'il y a eu plusieurs facteurs. Tu abordes le fait qu'en France, on a peut-être moins accepté la démocratisation que ce soit du plaisir ou de l'acceptation de ces objets-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Tu dis que les investisseurs étaient plus frileux. Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'est parce que c'est porté par une femme? Est-ce que c'est un mélange de beaucoup de choses? Ouh là là, alors là, il y a 15 000 réponses à donner. Déjà, en France, la sextech n'est pas reconnue comme un secteur d'activité. Et donc, forcément, par rapport à d'autres zones du monde où tout le monde sait que oui, et qui utilisent le terme, et où on peut faire des levées de fonds intéressantes, on a les Women in Sextech à New York, on a des Cindy Gallop qui sont en train de lever des millions. Enfin, voilà. Donc, c'est des gens qui ont quand même suffisamment atteint de maturité pour dire, OK, on est des adultes, on sait que sur ce marché-là, il y a de l'argent, le marché des sextech est déjà évalué à $30 millions. Donc, et voilà. puis on met de la tech partout, quoi. La medtech, la fintech, pourquoi pas mettre de la sextech? Voilà. Surtout que on est là dans le sexe, pas côté plaisir, il y a aussi la sexualité. Il y a des Polly Rodriguez qui ont créé des marques comme Unbound parce que c'est une fille qui a eu un cancer à 20 ans et qui n'avait pas de produits, qui trouvait pas sur le marché, par exemple, de produits lubrifiants adaptés à sa maladie. Donc, voilà, c'est aussi un secteur qui évolue parce que les femmes montent au créneau et les femmes créent des entreprises sur un marché de la sexualité et du plaisir qui a longtemps été trusté par les hommes, et forcément les hommes ne créaient pas des produits adaptés au désir des femmes. Exactement, ils ne prenaient pas en compte. Ou alors ils créaient des sextoys, mais en pensant à leur plaisir à eux, genre c'est moi qui ai la main sur la télécommande parce que je veux pas perdre ce contrôle-là. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de filles qui mènent cette sextech partout dans le monde. En France, on a aussi pas mal de filles, mais le secteur est pas reconnu. Donc comme c'est pas un secteur qui est reconnu, on peut pas avoir par exemple d'aide de la BPI, et il y a pas de fonds d'investissement prêt à y aller parce que moi j'en ai rencontré beaucoup et à la fin c'est ah ouais mais non en fait c'est pas politiquement correct, c'est pas éthique, on va pas pouvoir vous suivre. Comme on a du mal à trouver des financements, on lève jamais beaucoup d'argent. Ou alors j'en ai levé régulièrement, mais toujours le minimum dont j'avais besoin. T'as levé combien en tout? En tout, j'ai levé 450 000 €. D'accord. Mais ce qui est pas mal, quand même. Ce qui est pas mal, mais pour une entreprise qui doit à la fois faire une plateforme, une application et un site e-commerce et un objet, parce que la partie vraiment hardware était la plus compliquée et ça coûte très cher. Un moule pour faire un sextoy, ça coûte 50 000 €. Une certification pour la norme CE, US et Canada, c'est 30 000 €. Enfin voilà, donc t'as pas commencé à travailler que t'as déjà dépensé beaucoup d'argent. Donc c'est des projets qui sont ambitieux mais qui peuvent rapporter beaucoup. Mais voilà, moi j'ai levé de l'argent, mais pas suffisamment pour avoir beaucoup de marge. Ce qui fait que quand j'ai eu vraiment des problèmes pour passer en production, à un moment donné, j'ai eu un préjudice équivalent à peu près à 140 000 €. Et quand ta trésorerie, elle est trop short, tu t'en relèves pas. Voilà. Les problèmes de production, du coup, est-ce que c'est des problèmes avec ton fournisseur, Alors, il y a les deux. Tu peux pas en parler. Si, je peux tout à fait en parler. Je pense que c'est important d'en parler d'ailleurs. Les problèmes qu'on a eu finalement sont assez classiques. C'est toujours compliqué de passer d'une phase de prototypage à une phase d'industrialisation. Il y a toujours des ajustements. Sauf que quand tu as beaucoup de trésorerie, que ton entreprise est solide, tu peux te planter sur 1, 2, 3 séries et tu sais que c'est finalement quelque part du calage. Voilà. Sauf que nous, on est dans une situation où on n'avait pas de marge de trésorerie. Et puis, on était un petit client, donc nos séries, elles étaient petites, donc on n'est pas forcément un client qui est prioritaire. Et donc, on n'avait pas cette marge-là, et donc il y a eu beaucoup d'erreurs humaines. Les toys ont été surmoulés à la mauvaise température. Après, c'est la personne qui faisait les antennes Bluetooth qui les a faites à la mauvaise taille. Enfin, voilà. Oui.
Ça, j'y peux rien, et j'ai dû le subir. Et puis la réalité de la chose, c'est que les gens qui foirent, en fait, sont pas obligés de faire marcher leurs assurances. Et donc, dans ces cas-là, c'est à vous de les attaquer, de prendre un avocat. Sauf que quand t'es déjà plus de trésorerie, plus personne va être ton avocat, et que l'entreprise en face te dit, si vous nous attaquez, de toute façon, on aura une décision de justice dans 2 ans. D'ici cela, vous serez mort, donc on risque pas grand-chose. Ils ont raison. Ouais. Ils ont rien à perdre à avoir juste mal travaillé. Non, puis on est trop petit, et puis voilà. Donc ce qui fait qu'au final, le bilan de tout ça, c'est que moi j'étais persuadée que je pouvais mener ce projet-là en France, que je pouvais faire un toy made in France, parce que bon, c'est quand même que de l'électronique et du plastique. Et le bilan, c'est que non, c'est que ma plus grosse erreur, c'est de pas être partie très tôt au début, au niveau du concept, pour aller. Voilà. Je dis pas, attention, j'ai aucunement la prétention de dire si j'étais partie, j'aurais levé des millions et j'aurais réussi. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que il y a des marges et des coûts supplémentaires à vouloir travailler que en France avec des produits made in France. Oui, et puis peut-être que j'aurais, comme il fallait que je parte, j'avais pas de réseau, peut-être que j'aurais mis plus de temps à trouver des financements ou des investisseurs, mais peut-être que j'en aurais trouvé finalement qui auraient peut-être mis plus d'argent au départ et qui nous auraient permis de travailler dans les conditions qui étaient à la hauteur de l'ambition du projet. Ici, le projet était très ambitieux et j'ai jamais réussi à le financer correctement, au-delà de tous ces problèmes. Est-ce que tu penses que c'était en 2014 que tu as commencé, 2015 à peu près? Ouais. Est-ce que tu penses que si tu relançais ce projet maintenant, que ça n'avait jamais existé, tu débarques en 2018, est-ce que en quelques années, on n'a pas quand même gagné un petit peu d'ouverture sur ces sujets-là? Est-ce que ce serait pas plus facile? Certainement que oui. Le Little Bird, il a été copié et le produit concurrent, ils en ont déjà vendu 500 000 exemplaires. Ouais. Donc ça a forcément laissé quelques regrets pour les gens qui nous disent voilà, tu t'es planté mais il n'y avait pas de marché. Je dis non, je crois pas, je préfère avoir un entrepôt plein de Little Bird que j'arrive pas à caser plutôt que d'en avoir jamais eu finalement de correct à livrer. C'est vrai qu'on parle plus. Entre-temps, il y a eu le MeToo. Oui. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées quand même dans le monde. Donc, il y a eu beaucoup plus de prises de parole de la part des femmes sur la réappropriation de leur plaisir, sur le fait que le plaisir est un vrai sujet. Donc, c'est vrai que là, on a avancé sur ça. Maintenant, on est encore en France trop à la ramasse. Et si je devais repartir aujourd'hui, pas certaine que je le referais en France. C'est pour ça que je veux créer Sextech for Good d'ailleurs. C'est parce qu'aujourd'hui, si on veut que des projets réussissent, il faut d'abord commencer par créer l'écosystème. Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus de ce projet, de cette nouveauté, Sextech for Good? Très vite, il a fallu que je me dise, moi, t'as mis 4 ans de ta vie dans ce projet-là qui me tenait à cœur parce que au départ, ce projet, je l'ai lancé, il était avant tout innovant et entrepreneurial. Il n'était pas vraiment particulièrement féministe. Et puis, en fait, ça, c'était autre chose que tu disais tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être une femme, c'était plus compliqué? Ça a généré des situations compliquées parce qu'il y a tu trouves toujours des gros lourds. Et en même temps, si j'avais été un homme, très vite, on m'a dit, oui, ton dossier, on l'aurait même pas regardé parce qu'on t'aurait pris pour un pervers. Donc, en fait, je crois que non, c'était mieux d'être une femme pour ce projet-là, c'était plus légitime sans doute. Moi, j'ai une manière de le porter, que j'ai jamais voulu choquer, on a fait toujours de manière soft, mais ça m'a rendue très féministe parce que j'ai entendu des choses qui étaient tellement, je me dis mais c'est pas possible d'entendre ça. Comme quoi? Sur les réactions des hommes, parce que malheureusement, par exemple, sur la partie financement ou côté BPI ou sur plein d'organismes qui sont nos interlocuteurs, on a que des hommes. Et donc, il y a encore beaucoup d'hommes qui ont beaucoup de problèmes avec la question du plaisir féminin et notamment de la masturbation féminine. Parce que, en gros, je schématise. Heureusement, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et moi, je suis vraiment pour un féminisme construit avec les hommes, un sexe positif. Mais il y a quand même des hommes qui sont quand même en panique de se dire, OK, vous êtes super indépendante. En fait, vous avez déjà tout. Si en plus, vous passez de nous dans le domaine du plaisir et que vous n'avez pas plus d'un nous pour jouir, qu'est-ce qu'on devient, quoi? Une méconnaissance de la masturbation féminine de base. Exactement. Et je dis, attendez, regardez aussi ce que vous avez gagné. Une femme, mieux elle est dans ses baskets et mieux elle sera avec vous. Et voilà, pensez à ça. Et donc des blocages. Et il faut savoir, par exemple, les sujets sextech, des investisseurs, ils vont être capables d'investir dans des sujets qui ne les concernent pas du tout, sur lesquels ils n'ont pas forcément de connaissances approfondies, mais ils vont détecter un potentiel. Quand on leur présente un projet sextech, tout de suite, ça fait écho à l'intime, à son ego, à son expérience, et donc il n'y a pas de prise de recul. Et tout de suite, soit ça me bloque. Certains me disent oui, non mais moi je vais pas offrir ça à ma femme par exemple, je vais pas me tirer une balle dans le pied.
parce que je fais. Donc on en revient à la méconnaissance. Voilà, donc votre projet, non, il n'y a pas de potentiel, donc j'y vais pas. Voilà, je veux pas jouer contre mon camp entre guillemets. Donc ce qui est paradoxal, c'est que la BPI que tu mentionnes, c'est quand même un organisme qui utilise des fonds publics également pour financer donc des startups françaises. Là, on touche donc même à un niveau un peu plus grave, je dirais, qui est que c'est l'argent public et du coup est censé financer les initiatives de tous les citoyens français potentiellement, et du coup ça pose un souci s'il y a une telle méconnaissance, il y a une telle barrière à l'entrée pour des personnes comme toi. Alors au final on a été aidé par la BPI, vraiment sur la plateforme, mais j'ai été aidée parce que j'ai la chance en fait d'avoir mené ce projet-là dans le Finistère à Brest et donc de pouvoir accéder assez facilement. Il y a un correspondant BPI et donc d'avoir le temps de lui expliquer. Ouais, d'accord. Parce que je pense que j'aurais été un dossier parmi d'autres, j'aurais eu un non ou pas. Voilà. Donc il a quand même pris le temps. Au début c'était non. Après on a été au CES, on a gagné un award. Il s'est dit ok, il m'a laissé le temps de lui expliquer. Au final ils nous ont suivis. Mais ça sera pas partout pareil. Enfin, je veux dire, ça va rester compliqué tant qu'on n'aura pas dit la sextech est un vrai sujet. Les entrepreneurs qui sont dans la sextech sont des vrais entrepreneurs et pas ou des nymphomanes ou des pervers sexuels. Et les sujets qui sont adressés sont pas des sujets de la porntech, ce sont des sujets qui sont liés à l'humanité. Comment on fait aujourd'hui pour toutes les populations qui sont sexclues, les personnes handicapées, les personnes âgées. Voilà, je connaissais pas ce mot s'exclut, j'aime bien. Ouais, les détenus, enfin un certain nombre de gens qui n'ont pas aujourd'hui accès à une sexualité épanouissante. Et aujourd'hui, on a des technologies qui permettraient de trouver des solutions ou de tester des choses. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de dire non, c'est pas politiquement correct, ou on se dit c'est des questions d'humanité parce qu'on a tous besoin d'être heureux, on a tous besoin d'être bien dans nos vies. Et allons-y. Et pour le plaisir, c'est pareil. Hein, mais voilà, j'essaye d'élargir le sujet pour pas que les gens que la sextech c'est uniquement focalisé sur le fait qu'on veut que tout le monde ait des orgasmes. Non, on voudrait juste qu'il y ait des populations qui actuellement peuvent même pas être bien. Voilà, et enfin accès à ce. Si tout le monde peut avoir des orgasmes. Non, mais c'est pas contre non plus. Hein. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets différents. Et donc, Sextech for Good, aujourd'hui, dans cette initiative, je vois, moi, 4 verticales qui sont importantes et qui sont liées à mon expérience. C'est d'arriver à faire de l'évangélisation, effectivement, du lobbying, pour que la sextech soit reconnue comme un secteur d'activité. Le deuxième, c'est de fédérer. Aujourd'hui, la sextech, ça peut être des projets qui sont tellement différents qu'aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir mettre, par exemple, en synergie des médecins, des sexologues, avec des start-upers, avec des gens qui font des recherches en robotique, pour faire émerger des projets innovants. Le troisième, c'est d'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, un projet sextech s'accompagne pas comme un projet classique. Et aujourd'hui, vous avez aucun incubateur en France qui accompagne des projets sextech, ou en tout cas qui le revendique et qui en est fier, et où ceux qui en avaient accueilli sont en train de les mettre dehors. Donc, c'est pas bon signe. Et la quatrième, c'est les nerfs de la guerre, c'est le financement. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver des solutions de financement, soit par la blockchain, soit d'avoir l'ambition, encore une fois, peut-être que je vais me planter, mais d'avoir cette ambition d'essayer de créer un fonds d'investissement spécifique dédié aux projets de la sextech. Je le répète, des projets qui vont, l'éducation, la prévention, la sexualité des personnes handicapées, les seniors, surtout ces sujets-là. Et par rapport aussi à une question de légitimité, tu parlais d'inclure du coup des spécialistes, des médecins. Est-ce que tu penses que c'est un pilier qui pourrait justement contribuer à faire émerger la sextech, la rendre légitime, parce que c'est un besoin humain, on peut avoir besoin de ces outils Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement un seul axe qui nous permettrait d'avancer de manière un peu constructive, c'est cet axe de santé et cet axe de prise en compte des populations qui pour l'instant le sont pas, sur des sujets comme sexualité et handicap, qui sont des sujets qui intéressent maintenant la Fondation de France par exemple. Ça oui, parce que c'est plus facile. En tout cas, on préfère dire oui, c'est innovant et on va faire des choses bien pour les personnes handicapées ou les seniors, plutôt que de dire on va juste s'occuper du plaisir. Non, ça on n'est pas encore tout à fait là, mais peu importe. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir avancer et de pouvoir construire et de pouvoir créer en France les conditions favorables pour qu'il y ait enfin des projets innovants qui puissent émerger et puis surtout qui puissent réussir, être financés et voir le jour. Aujourd'hui, il se passe plein de choses en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, et chez nous, on est quand même le pays de l'amour.
Oui, j'allais dire, en plus, l'érotisme n'est pas moins présent que dans ces autres pays en France. Enfin, on est entouré d'érotisme toute la journée dans la rue. Je voyais sur c'est Pornhub qui a annoncé en 2018, pour l'année 2017, avoir reçu plus de 28,5 milliards de visites. Donc l'érotisme est présent partout, mais dès qu'on veut lancer un business ou en tout cas un projet dans la tech, tout d'un coup, ça devient un tabou. Oui, on n'aura pas d'investisseurs aujourd'hui qui diront officiellement, même si certains ont mis des billes dans certains projets, le dire ou s'en revendiquer. Donc ça va toujours être bien planqué. Et à l'inverse, quand je dis ça en France, souvent on me dit oh non mais t'exagères, hein, les Américains sont beaucoup plus puritains. Et oui, mais effectivement, dans tous les films, toutes ces demoiselles, elles dorment en soutien-gorge et se réveillent maquillées, mais la première, l'endroit du monde où on tourne le plus de films porno, ça reste la Californie. Donc j'ai pas rencontré un seul investisseur aux États-Unis qui m'ait posé les mêmes questions en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout le monde sait qu'il y a du business sur ce secteur-là. Donc la question, c'est pas de savoir mais pourquoi vous êtes lancé là-dedans, mais d'où vous est venue cette idée. Enfin voilà, c'est toujours de plus de savoir est-ce que l'offre est intéressante, est-ce qu'il y a du potentiel et est-ce qu'on va faire du cash. Le reste, ça les intéresse pas. Ici, j'ai toujours eu besoin de me justifier de pourquoi je m'étais lancé là-dedans et des questions pour au final me dire non, on n'ira pas, c'est pas éthique. Voilà. Et est-ce que tu as eu des moments de doute justement face à tant de questionnements sur la légitimité de ton projet? Est-ce que ça t'est arrivé à des moments de dire mais est-ce que je vais y arriver tout simplement? Alors, ou est-ce que je vais abandonner? Abandonner sûrement pas, parce que je pense qu'à chaque fois ça m'a rendu plus têtue en me disant il y a quand même beaucoup à faire. Ça m'a rendu beaucoup plus militante. Moi je suis aussi maman de 2 jeunes femmes. Et donc je trouve ça important moi je me suis vraiment rendu compte qu'en fait on avait encore toutes besoin d'être féministes. C'est pas quelque chose que j'avais intégré dans mon logiciel, j'avais une mère qui ne l'était pas. Et j'avais l'impression, avant de démarrer ce projet, qu'on était quand même vachement libre. C'est vrai que tu regardes par rapport à d'autres pays dans le monde, tu dis mais en France, oui on est vachement... Puis là, quand même, tu commences à te rendre compte que non, finalement, on l'est peut-être pas tant que ça, que on grandit quand même avec quand même des stéréotypes, que on nous élève finalement quand même peut-être dans l'idée que le plaisir de l'homme est quand même peut-être plus important que le sien, que on est que on a une espèce de plafond de verre, qu'effectivement quand t'es une petite fille, on te drive peut-être pas pareil au niveau des études, que oui, une petite fille ça a le droit de pleurer, mais un mec non, ce qui est somme toute très con, et là tu dis oula, il y a encore finalement beaucoup de chemin à faire. Donc toutes ces mauvaises rencontres m'ont plutôt rendu plus engagée, ce qui a donné beaucoup plus de sens à mon entreprise. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer, parce qu'il y a des vraies valeurs à défendre quand je veux défendre la sextech. C'est parce que je pense que moi j'ai envie pour moi et pour mes filles qu'on vive dans un monde plus libre, plus ouvert d'esprit, plus le bien-être, le plaisir, tout ça c'est hyper important. Et donc je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans une période de régression des libertés individuelles. Je trouve ça assez grave. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la suppression des applis. Certains vont dire, oui, mais c'est un détail. C'est pas un détail, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que c'est un Google qui décide pour toi de ce que tu peux lire ou pas sur ton téléphone. Moi, ça me plaît moyen, parce que si j'ai envie de lire un bouquin érotique, ça ne doit concerner, en fait, que moi. Et puis surtout, ça vient vraiment s'inscrire à contrario de tout ce que la tech met en avant comme pseudo-neutralité qui n'existe en fait pas du tout. Oui, c'est eux qui décident de ce qu'ils mettent et ce qu'ils acceptent sur leur plateforme. Et donc, forcément, vu que la tech est encore un milieu d'hommes, forcément, il y a des biais qui sont pas du tout neutres et qui, du coup, continue à perpétuer un système. Et donc le fait que tant qu'on n'arrivera pas à changer ça, on n'arrivera pas non plus à faire évoluer pleinement ce genre de nouveaux projets en fait. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut continuer, il faut pas baisser la garde, il faut continuer. Je vois par exemple toujours la fameuse Polly Rodriguez à New York, elle avait été censurée pour une campagne de pub qu'elle voulait faire dans le métro à New York, qui étaient vraiment des affiches qui avaient été faites par des graphistes. Donc on montrait pas des tubes de lubrifiant ou des sextoys, hein. C'était vraiment comme des œuvres d'art. Et elle a vraiment pas compris cette censure, parce que en même temps il y avait dans le métro des publicités pour le musée du sexe où on voyait vraiment une grosse paire de fesses, ou des publicités pour le Viagra, parce que forcément ça c'est un vrai sujet. Même avec des publicités pour des voitures ou des parfums avec des femmes à poil. Voilà. C'est vraiment totalement hypocrite. C'est ça. Et donc elle a vraiment elle a une grosse communauté, donc les réseaux sociaux se sont déchaînés et elle a fini par avoir gain de cause. Okay. Et c'est là où je me dis bon voilà, il y a un vrai mouvement, il y a des choses qui se passent, donc c'est sans doute le moment à prendre aussi ici chez nous pour faire avancer les choses. Du coup toi tu vas essayer de monter un fonds d'investissement de soutien à la sextech?
C'est une des 4 verticales dont je parlais tout à l'heure de Sextech for Good. Donc je sens que tout ça je vais pas le faire toute seule parce que la finance c'est pas trop mon truc. Mais j'ai commencé à discuter avec des gens et l'idée c'est pas forcément tout de suite de leur dire vous allez mettre tant d'argent dans un fonds, mais c'est au moins en tout cas sur le premier niveau de dire d'avoir potentiellement une dizaine ou une vingtaine en fait d'investisseurs qui sont prêts à dire ok, moi ce sont des sujets qui potentiellement m'intéressent, donc je suis prêt à étudier les dossiers pour pas faire perdre 6 ou 9 mois à quelqu'un pour lui dire à la fin non en fait c'est pas politiquement correct, tout ça me gêne, donc je vais pas y aller. Donc je veux que ce soit des gens en amont qui sont ok avec ce qu'on veut faire sur toutes ces thématiques là de prévention. Ça veut pas dire qu'ils diront oui à chaque dossier, mais au moins je sais qu'on aura éliminé ce biais par rapport au sujet. Ça j'aimerais bien le faire assez rapidement. Et est-ce que aussi le sextoy en lui-même, je reviens donc sur l'objet, il n'y a pas aussi la réputation qui entoure l'objet, où tu penses que ça peut avoir un impact sur, justement, quand tu as présenté les Little Bird, est-ce que rien que de dire le mot sextoy, tu sentais qu'il y avait une réticence par rapport à ça, ou est-ce qu'au contraire, maintenant, cet objet, qu'il soit connecté ou pas, ça passe comme ça, comme lettre à la poste? En fait, ça dépend, ouais. C'est ça. Ça dépend des publics. C'est vrai que les publics plus jeunes, enfin, en gros, l'offre, elle a toujours été très bien accueillie. C'est plutôt après quand il faut la financer, parce que même j'ai vu des hommes qui parfois étaient super intéressés par le projet, qui finalement m'ont lâché parce qu'ils voulaient pas prendre la responsabilité d'aller présenter ce projet-là à leur comité d'investissement devant 10 autres bonhommes, parce que je pense qu'ils avaient pareil. Ah oui, mais tiens, mais pourquoi toi t'aimes les sextoys, alors quoi, ta femme elle a besoin de ça, t'assures pas, enfin tout de suite ça peut partir sur des choses. On n'imagine même pas que lui puisse utiliser le sextoy. Enfin, ça c'est encore un niveau au-dessus d'acceptation de sa sexualité. Mais beaucoup d'hommes des fois on me dit non mais c'est moi, ma femme pas besoin là, je suis là, j'assure. Ouais. Ok. Mais désolé chouchou. C'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. Et... donc bon, non, le Little Bird, en plus il était très design, il était très beau, et donc on a toujours plutôt des bons retours. Donc je pense pas que l'objet il est vraiment posé problème. Et toi, aujourd'hui, j'accompagne un porteur de projet qui développe un sextoy pour les femmes qui sont handicapées ou qui ont de problèmes de mobilité, ou qui sont de 4e âge. Il a une histoire incroyable. Il s'est mis à penser à ça parce qu'il est tombé fou amoureux d'une femme qui est en fauteuil roulant. Voilà. Et donc la question de sa sexualité s'est posée, et elle trouvait pas de toy adapté à son handicap, parce que il faut des choses, des sextoys plus légers, il faut qu'ils soient plus facilement préhensibles, il faut qu'il y ait des boutons plus gros, enfin voilà, un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont pas des contraintes prises en compte par les fabricants de sextoys mainstream, j'ai envie de dire. Je trouve que cette histoire, elle est touchante. Je trouve que c'est vachement beau de la part d'un homme qui tombe amoureux des autres, trouver une solution pour que sa femme, elle soit juste, heureuse et épanouie. C'est un mec qui est un industriel, il est à Nantes, et aujourd'hui, il passe par moi parce que il peut pas porter ce projet-là, lui, en tant que industriel, parce qu'il sait qu'il risque de perdre des contrats par ailleurs dans son business d'homme sérieux, parce qu'on va le prendre pour un pervers. Je trouve ça extrêmement grave, parce que tout à l'heure je me disais oui, la sextech, c'est la sexualité, c'est aussi une question d'humanité. Là on y est en fait. Donc quelqu'un qui est comme ça voudrait trouver une solution pour la femme qu'il aime, serait juste un pervers, parce que en fait il travaille sur un sextoy. Et si c'était une femme handicapée qui portait le projet, elle serait peut-être même pas écoutée. On aurait ouais, je sais même pas, mais bon, voilà, c'est encore un autre parcours du combattant. Elle trouverait sans doute d'autres écueils que j'ai peut-être pas encore même identifiés, mais enfin, c'est pour dire que voilà, on a vraiment besoin de ce cadre, et voilà, même collectivement, la société, de dire, même en question d'éducation, voilà, ok, c'est bien de dire oui, oh là là, tout le monde a accès au porno facilement. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et en termes on est aujourd'hui dans une start-up nation, comme le dit notre président Macron. En termes d'échec, toi, tu parles beaucoup de l'échec de l'entreprise, parce que justement, tu as envie de porter un discours un peu différent de celui qu'on a en France, qui est différent des États-Unis, où c'est un petit peu mis en valeur de dire, voilà, j'ai
j'ai essayé, j'ai échoué, puis je me relève, et puis demain je créerai une autre boîte, et puis encore demain. Toi, est-ce que tu constates aujourd'hui quelle est ta vision de l'entrepreneuriat à la française, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Je fais partie d'une association maintenant, enfin d'un mouvement qui s'appelle les rebondisseurs français, parce que c'est vrai que très vite j'ai vu des changements de comportement ou des réflexions, des gens qui osaient plus me parler, ou des journalistes qui me disaient peut-être vous avez pas envie de répondre à nos questions parce que voilà vous voulez pas parler du sujet de l'échec, c'est pas. Et en fait non, enfin je voulais justement moi parler et dire attention, aujourd'hui je suis pas fière de m'être plantée, c'était ma responsabilité, j'étais porteur de projet, j'assume, même s'il y a plein de choses j'ai expliqué tout à l'heure qui n'étaient pas de mon fait, mais voilà aujourd'hui moi en tant qu'entrepreneur c'est un échec, et en même temps j'ai pas envie que cet échec me définisse. C'est pas parce que je me suis plantée que je suis une mauvaise, et aujourd'hui je veux pas qu'on oublie tout ce qu'on a fait de bien. L'entreprise elle a été primée, on a mis sur le marché quelque chose qui était innovant, enfin il y a tout du travail d'une équipe qui a été formidable pendant 4 ans, ça a de la valeur, ça on l'a fait, on a osé. Donc ce que je dis aujourd'hui c'est que non, je veux pas être dans le discours à l'américaine de glorifier l'échec. Se planter ça fait mal, on déprime, ça peut aller très vite de se désocialiser, de plus avoir envie de mettre les pieds dehors, de répondre au téléphone, c'est des emmerdes. La liquidation judiciaire c'est un autre parcours du combattant sur lequel on n'est pas super aidé, ça peut durer des années. C'est très dur. Et en plus, en France, pour repartir, c'est compliqué parce que, pour peu que votre responsabilité ait été mise en cause, c'est pas mon cas, mais ça arrive, vous êtes bloqué, vous pouvez pas remonter d'entreprise, par exemple. Donc, en fait, voilà, bon, c'est lourd. Donc, on peut pas dire, on va glorifier l'échec, c'est pas grave, allez-y, plantez-vous, puis vous referez quelque chose. C'est absolument pas aussi simple que ça. Mais par contre, voilà, il faut pas dire, les gens qui se plantent sont des mauvais. Ce serait trop simple. Je disais tout à l'heure, je connais aussi des gens qui sont mauvais et qui ont réussi parce qu'ils avaient les sous, parce qu'ils avaient les réseaux. Donc l'équation de l'entrepreneur et la réussite ou de l'échec, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, ce que je dis aussi aujourd'hui en France, c'est qu'il faut traiter cette question-là parce que on fait des stations F et autres, on va faire des usines à crash parce que mathématiquement, plus on va créer d'entreprises, plus il y a des gens, malheureusement, qui vont se planter. Alors, je dis malheureusement parce que c'est douloureux. En même temps, aujourd'hui, moi, je ressors en ayant appris beaucoup de choses, en ayant mûri, et en me disant quand même, ok, je vais essayer de valoriser tout ce que j'ai appris pour aider d'autres à réussir. Donc, c'est pas non plus complètement, c'est pas que négatif. Et je suis hyper fière, hyper contente. Je regrette pas une seconde tout ce que j'ai fait avec Bisensory. Mais aujourd'hui, comment on le gère en France au niveau des liquidations? Donc j'espère que la loi PAC va améliorer certaines choses, mais encore aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des commissaires-priseurs, par exemple, qui sachent évaluer des actifs immatériels mieux que juste des bureaux ou des locaux. Enfin, il y a énormément de sujets. Et je dis que ça doit faire partie, cette gestion de l'échec, aussi de la culture de l'entrepreneuriat. La Startup Nation, c'est bien, mais il n'y aura pas que des réussites, il n'y aura pas que des licornes, c'est pas que du glamour, et on peut pas laisser se planter les gens sans prendre en compte l'aspect, enfin, ce risque-là. Mais... Et en termes de rebondissement, après on en parlait un petit peu hors micro, tu disais aux États-Unis, ce serait peut-être mieux vu d'être une femme de ton âge qui a déjà eu un projet, même s'il a échoué, plutôt que de venir toute pimpante avec un premier projet. En fait, quelqu'un qui arriverait à mon âge, moi j'ai 45 ans, je suis pas une jeune start-upeuse, et qui dirait sur son CV, non, moi j'ai une entreprise et je veux créer une entreprise, je viens lever des fonds. Et parce que la question c'est qu'est-ce que vous avez fait avant, combien de fois vous vous êtes planté? Si je dis 0, il va y avoir 2 possibilités pour le mec en face, de se dire, ah non, soit c'est une mytho, elle ment, c'est pas possible, soit elle n'a jamais rien fait, elle s'est jamais crashée, donc c'est beaucoup trop dangereux, voilà, parce qu'elle va forcément, ils savent que, enfin, les gens qui réussissent du premier coup, c'est extrêmement rare, on n'en parle pas beaucoup. Mais ils doivent pas être nombreux, les entrepreneurs qui ont réussi. S'il y en a, tant mieux, hein, mais ça peut pas être sur le nombre. Et donc, c'est en apprenant. Oui, je disais, mais certains de mes investisseurs étaient installés aux États-Unis et très vite m'ont dit, bah oui, c'est vrai, on n'est jamais content quand on perd de l'argent en même temps, on parie sur des personnes. Toi, en tant que personne, tu nous as pas déçus. Et si tu venais aux États-Unis aujourd'hui, effectivement, tu aurais plus de valeur parce que tu as osé, t'as mené un truc qui était quand même quelque chose d'assez ambitieux. Bon, bah, ça a pas fonctionné, mais voilà, il y a cette richesse de l'expérience qui n'est pas forcément toujours reconnue ici. Ok, bon, on espère que les investisseurs français entendront le message sur ce point-là, s'inspireront de... T'as pas du tout envie de relancer le projet?
Moi, je peux pas. Enfin, j'essaie toujours de trouver des gens qui pourraient racheter parce qu'on est en liquidation et relancer la chose. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais tout à fait synchroniser mes contenus avec, par exemple, le toy concurrent du Little Bird. Donc, ça veut dire 500 000 personnes qui potentiellement pourraient lire des livres connectés. Oui, ça me plairait bien. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut savoir tourner des pages. Voilà, aujourd'hui, j'ai rejoint un super cabinet aussi sur des technologies qui sont pas du tout liées au plaisir, mais sur les smart cities. Donc, c'est aussi des gens qui sont venus me chercher et qui m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu cette valeur de l'expérience plutôt que l'échec. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau challenge extrêmement motivant. Et puis en parallèle, j'ai Sextech for Good. Je crois qu'aujourd'hui, si je peux avoir un rôle, peut-être qu'aujourd'hui, il doit être plus large que juste de s'occuper ou de relancer ce projet-là. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de projets Sextech. Et donc peut-être que mon expérience, le fait que Bisensory, en tout cas, j'étais la première start-up, on va dire, pionnière dans ce domaine-là pour la France. Voilà. Peut-être que si je peux continuer à tracer ou ouvrir un peu la voie, c'est intéressant. Ok, je pense qu'on va suivre son Numérama, l'aventure de Sextech for Good. Je pense que c'est très intéressant. Et je pense aussi que cet épisode va s'achever sur cette conclusion. Merci Christelle d'être venue dans Club Internet. Merci à vous. Et merci Marie d'avoir co-animé ce podcast. Une animation hors pair comme d'habitude. Depuis 4 épisodes, alors depuis on part sur une petite base. Comme d'habitude, voilà. Donc merci à toutes les deux. Et donc nous revenons le mois prochain dans un nouvel épisode de Club Internet avec une autre invitée pour parler d'un tout autre sujet. Je vous fais un petit teasing pour la fin. À bientôt. Au revoir.